Après une rupture, ce qui frappe le plus n'est pas le silence du contact zéro, c'est de te voir renaître. C'est quand il te regarde de loin et ne trouve plus la personne qui avait l'habitude de supplier, de pleurer ou d'attendre. Ce qui est dévastateur, ce n'est pas que tu ignores leur message, mais que ta vie continue de couler avec force, avec un calme qui ne dépend de personne. Le véritable impact arrive quand ils découvrent que tu as perdu la peur, que tu ne t'es pas arrêté à la blessure et que tu construis maintenant à partir de la plénitude, pas de l'absence. Le silence ne fait que confondre pendant un moment, mais ta transformation laisse une marque indélébile. Voir quelqu'un qui prenait la douleur et la transformait en pouvoir est quelque chose d'impossible à ignorer. Cette sérénité inexplicable, cette joie qui n'a pas besoin de témoins, cette discipline qui devient ton nouvel amour, sont des signes qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Parce que le message n'est pas dans ce que tu t'es, il est dans ce que tu deviens. Cette vidéo n'est pas un guide pour se venger ou pour nourrir des jeux émotionnels. C'est une carte pour traverser l'obscurité et sortir de l'autre côté avec une identité renouvelée. Ici, tu comprendras que le contact zéro n'est qu'un point de départ. Mais ce qui compte vraiment, c'est le chemin que tu parcours ensuite. Si tu restes, tu découvriras les leçons qui transforment le deuil en croissance, l'absence en présence et le passé en l'étincelle de ta liberté. 1. Pratique l'indifférence active. C'est comme quand tu lâches une corde que tu tenais trop longtemps avec force, une corde qui te brûlait les mains et te maintenait attaché à quelque chose qui n'existait plus. Et soudain tu la lâches et tu ressens le soulagement mélangé avec le vide. Parce que cette tension que tu pensais nécessaire pour te sentir vivant n'est plus là. C'est l'essence de l'indifférence active. Il ne s'agit pas d'ignorer par fierté, ni de dissimuler le ressentiment par le silence. Il s'agit de marcher la tête haute, comme si rien dans ta vie ne dépendait de ce que cette personne fait ou ne fait pas. L'indifférence active est une déclaration silencieuse de pouvoir. C'est la façon la plus mature de montrer que ta vie continue son cours sans regarder en arrière. Quand nous parlons d'indifférence active, nous parlons d'une attitude consciente, pas de froideur feinte. Ce n'est pas publier des sous-entendus, ce n'est pas bloquer sur les réseaux sociaux en espérant que l'autre remarque ton absence. Ce n'est pas se cacher derrière un masque. C'est continuer ta vie naturellement, assister à tes engagements, rire vraiment, avancer dans tes projets, profiter des petites choses sans avoir besoin que quelqu'un les applaudisse ou les valide. Cette naturalité dérange plus que toute stratégie parce qu'elle montre que la rupture ne t'a pas paralysé. Elle montre que ton histoire ne se résume pas à une personne, que ta vie n'est pas restée coincée dans l'attente d'un retour qui ne viendra peut-être jamais. L'indifférence active est dangereuse pour celui qui croit encore avoir une place privilégiée dans ton monde. Le jour où ton ex te regarde et remarque que tu ne réagis plus, que tu ne poses plus de questions, que tu ne cherches plus d'explications, ni ne donnes d'excuses, ce jour-là, il comprend qu'il a perdu le contrôle. Parce que le plus dévastateur n'est pas que tu te taises, c'est que tu ne te soucies plus, et cette énergie se ressent. Personne ne peut te manipuler quand ta paix ne dépend pas de ce qu'ils font ou disent. L'indifférence active est un mur invisible qui n'a pas besoin de mots. C'est un rappel que tu n'es plus disponible pour les jeux émotionnels. La mettre en pratique dans la vie quotidienne implique de travailler sur ton esprit chaque jour. Cela implique de ne pas nourrir la curiosité de savoir ce que fait l'autre, de ne pas tomber dans le piège de vérifier les réseaux sociaux, de ne pas gaspiller d'énergie dans des conversations qui ne font que rouvrir de vieilles blessures. C'est choisir d'investir cette énergie en toi-même, d'améliorer ta santé physique, d'apprendre de nouvelles compétences, de t'entourer de personnes qui contribuent à ta croissance. C'est entraîner la discipline de tourner ton regard vers ton présent au lieu de rester coincé dans ce qui n'a plus de sens. L'indifférence active devient une habitude lorsque tu décides de ne pas réagir, mais de répondre avec sérénité à chaque stimulus qui te secouait auparavant. Beaucoup confondent cette attitude avec la froideur, mais en réalité, c'est l'une des expressions les plus profondes du respect de soi.
Il ne s'agit pas de ne rien te soucier, il s'agit de choisir ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Et quand tu choisis de ne pas gaspiller d'énergie sur quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie, ce que tu dis, c'est que ton temps et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés. C'est la vraie liberté, ne pas vivre en attendant que quelqu'un revienne, mais vivre en étant conscient que tu n'as plus besoin de rien d'extérieur pour te sentir complet. Celui qui apprend à pratiquer l'indifférence active non seulement guérit plus vite, mais aussi établit une nouvelle norme d'amour-propre. Parce que le message le plus fort n'est pas donné avec des mots ou des cris d'indépendance. Il est donné avec des actions, avec la façon dont tu vis sans ressentiment, avec le calme avec lequel tu te lèves chaque matin en sachant que ton histoire continue. 2. Trouve ton bonheur sans témoin. Il y a des fleurs qui poussent dans des endroits où personne ne les regarde, dans la fissure d'un mur oublié, au milieu du béton qui semblait avoir gagné la bataille. Et pourtant, elles fleurissent avec la même force et beauté que si elles avaient un jardin entier les observant. C'est le véritable test du bonheur. Découvrir que tu peux sourire et profiter de la vie même lorsque personne n'applaudit ta joie. Trouver ton bonheur sans témoin signifie ne pas dépendre des regards, ne pas avoir besoin de l'approbation de quiconque pour te sentir accompli. C'est construire une joie qui ne demande pas de validation et qui ne s'effondre pas lorsqu'il n'y a pas de public. Après une rupture, il est courant de tomber dans le piège de montrer au monde à quel point tu vas bien, de publier des photos, de feindre des sourires, de laisser des indices pour que l'autre remarque que tu continues d'avancer. Mais ce bonheur fin s'effondre facilement car il naît du besoin de prouver quelque chose, pas de la paix intérieure. La véritable force arrive lorsque tu n'as pas besoin de partager ton bonheur pour le sentir réel. Quand tu ris dans ta solitude, quand tu profites d'une après-midi tranquille, quand tu danses sans que personne ne le sache, alors ta vie cesse de tourner autour d'une scène. Cette joie privée est invulnérable car elle ne dépend pas des applaudissements, ni des comparaisons, ni de l'opinion d'un ex qui n'a plus de pouvoir sur toi. Vivre ton bonheur sans témoin, c'est apprendre à valoriser la simplicité. Te préparer un café et le savourer sans hâte, lire un livre qui te remplit de nouvelles idées, marcher dans la rue sans regarder ton téléphone, te consacrer du temps sans attendre que quelqu'un le reconnaisse. Chacun de ces actes est un rappel que ta vie t'appartient et n'a pas besoin d'approbation externe. Cette indépendance émotionnelle génère un type de lumière qui se remarque, même lorsque tu ne la cherches pas. Parce que tôt ou tard, les autres, y compris celui qui t'a perdu, perçoivent que ton bien-être n'est pas une performance, mais une réalité solide. Le pratiquer dans la vie quotidienne demande du courage, car nous sommes entourés d'un monde qui vit pour s'exhiber. Les réseaux sociaux, les comparaisons constantes, le désir de toujours montrer ce que nous faisons, sont des pièges qui nous éloignent de l'authenticité. C'est pourquoi trouver le bonheur sans témoin est un acte de rébellion contre cette dynamique. C'est choisir de grandir en silence. C'est apprendre à sourire de l'intérieur sans avoir à l'annoncer. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu es, mais de ne pas dépendre du regard des autres pour le valider. L'impact de cela sur une rupture est dévastateur pour celui qui espérait que ta vie tournerait autour de lui prouver quelque chose. Un ex peut ignorer ton silence, peut minimiser tes réussites si tu les publies pour provoquer, mais il ne peut ignorer la sérénité authentique que tu transmets lorsque ton bonheur n'a pas besoin d'être exhibé. Parce que cette tranquillité se ressent, se reflète dans ta posture, dans ta façon de parler, dans la façon dont tu ne mendis plus l'attention. Et c'est la véritable victoire, non pas prouver quelque chose, mais vivre tout avec authenticité. Celui qui parvient à trouver son bonheur sans témoin développe une force intérieure inébranlable. Il n'y a plus besoin de masque ni de vitrine, juste une vie qui se savoure de l'intérieur. Ce genre de joie ne s'achète pas, ne se feint pas. Elle se construit jour après jour dans les détails, dans les habitudes, dans la gratitude silencieuse. Et c'est le point qui fait le plus mal à celui qui t'a perdu, découvrir que ta vie n'a plus besoin d'un spectateur pour briller. Parce que le vrai bonheur ne fait pas de bruit, mais son écho atteint tout le monde. 3.
Transforme la douleur en pouvoir visible. Le métal ne naît pas fort, il est forgé par le feu, les coups et la résistance. Chaque coup de marteau, chaque instant dans la chaleur extrême, lui donne forme et solidité. Il en va de même pour la douleur. Ce n'est pas quelque chose que tu dois cacher ou nier. C'est le feu qui peut te modeler en quelqu'un de plus résistant. Une rupture peut être le coup le plus dur que tu expérimentes, mais elle peut aussi devenir l'opportunité de montrer que cette même douleur a été la matière première de ta transformation. Le véritable pouvoir ne se cache pas derrière des sourires forcés, il se révèle dans ta manière de te reconstruire, dans les fruits visibles de ton effort. Transformer la douleur en pouvoir visible ne signifie pas prétendre qu'elle ne t'a pas affecté. Cela signifie prendre chaque blessure comme carburant pour grandir. Celui qui te voyait auparavant brisé et sans direction te trouve maintenant en train de te lever plus tôt, de t'entraîner, de cultiver ton esprit, de progresser vers tes objectifs. Chaque changement tangible est la preuve que tu ne t'es pas arrêté, que la souffrance n'a pas été une ancre mais un moteur. Ce contraste est ce qui secoue celui qui pensait un jour t'avoir vaincu. La clé est de canaliser l'énergie de la douleur vers des actions constructives. Beaucoup restent coincés dans la plainte, dans les souvenirs, dans les reproches internes. Mais le pouvoir visible naît lorsque tu décides de transformer cette même douleur en discipline, lorsque tu l'utilises comme un rappel que tu mérites plus de toi-même. T'inscrire à un cours, développer une nouvelle compétence, améliorer ton physique, organiser tes finances, tout cela parle plus fort que n'importe quel mot. La transformation laisse une trace car elle se reflète dans des faits que personne ne peut nier. Pratiquer cela dans la vie quotidienne implique un engagement. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut le prouver avec constance. La douleur peut être l'excuse parfaite pour te noyer, ou l'étincelle qui allume ton évolution. Tu choisis. Chaque jour que tu utilises ce malaise comme une impulsion pour bouger, tu construis une version de toi qui inspire le respect. Et cette force devient visible non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Tu découvres que tu es capable de plus que ce que tu pensais, que tu peux te relever même quand tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue. Le pouvoir visible n'a pas besoin d'être exhibé à outrance. Ce n'est pas un théâtre pour impressionner. C'est la différence que les autres remarquent sans que tu aies à l'annoncer. Un ex peut entendre des rumeurs, peut voir des photos, mais ce qui le frappe vraiment, c'est quand il te croise et perçoit que tu n'es plus la même personne, que tu dégages de la confiance, que ton regard transmet la sécurité. Cette énergie ne se feint pas. Elle naît d'avoir affronté la douleur et de l'avoir transformée en résultat concret. Ce type de transformation envoie aussi un message profond. Tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi. Et cela désarme quiconque espérait te voir vaincu. Parce que tandis que certains cherchent la vengeance dans les mots ou les gestes, tu la trouves dans ta propre évolution. Le véritable triomphe n'est pas que l'autre te regrette, c'est que tu te reconnaisses dans le miroir et que tu te vois plus fort, plus conscient et plus ferme qu'avant. Transformer la douleur en pouvoir visible est une leçon qui s'applique à tous les domaines de la vie. Si tu apprends à le faire après une rupture, tu apprendras à le faire face à chaque adversité. Le métal forgé ne redevient pas faible. Il en va de même pour celui qui transforme ses cicatrices en symboles de croissance. Cette force ne frappe pas seulement ton ex, elle frappe ton monde entier, car chaque pas que tu fais avec cette nouvelle énergie devient la preuve que rien ne peut te renverser si tu sais utiliser la douleur comme un outil objectif. 4. Cultive la paix inexplicable. Un lac ne reflète le ciel que lorsque sa surface est calme. Si les eaux sont agitées, même si le ciel est dégagé, tout ce que l'on voit est la distorsion. C'est ainsi que fonctionne l'esprit après une rupture. S'il est agité, tout ce que vous percevez est le chaos, la confusion et le bruit. Mais lorsque vous apprenez à calmer ces eaux internes, lorsque vous cultivez une sérénité qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, vous projetez une paix qui déconcerte tout le monde, parce qu'elle n'a pas d'explication logique.
c'est la paix inexplicable. Un état où vous ne réagissez plus avec désespoir, où vos émotions ne sont pas des armes entre les mains des autres, mais de l'énergie sous votre contrôle. La paix inexplicable ne signifie pas l'absence de douleur, ni l'indifférence à la vie. Cela signifie que vous ne permettez pas aux tempêtes internes de définir votre direction. Quelqu'un peut essayer de vous provoquer, de parler mal de vous rappeler des blessures passées, mais vous ne répondez plus avec la même intensité. Ce calme déconcerte parce qu'il rompt avec ce qui est attendu. Parce que ce qui fait vraiment peur à un ex n'est pas votre colère ni votre tristesse, c'est qu'il découvre qu'il n'a plus le pouvoir de perturber votre équilibre. Cultiver cette paix est une pratique quotidienne. Elle ne s'obtient pas avec de belles phrases, ni avec l'idée romantique que le temps guérit tout. Elle s'obtient avec discipline, avec des habitudes qui renforcent votre esprit. Respiration consciente, méditation, écriture, exercice physique, repos approprié. Chacun de ces actes est comme une goutte qui maintient la surface du lac calme. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il s'agit d'apprendre à l'observer sans vous laisser emporter. La douleur est toujours là, mais elle ne vous contrôle plus. Et cette maîtrise de soi est ce qui se reflète à l'extérieur. Le quotidien offre de multiples occasions de le pratiquer. Quand quelqu'un mentionne votre ex, vous choisissez de ne pas vous accrocher à des commentaires toxiques. Quand vous vous souvenez de moments douloureux, au lieu de les revivre avec colère, vous les acceptez comme faisant partie de votre histoire. Quand l'anxiété frappe, vous choisissez de respirer et de vous concentrer sur le présent. Chacun de ces choix renforce votre paix et fait qu'elle devient progressivement une partie de votre identité. L'impact de cette paix inexplicable est dévastateur dans le meilleur sens du terme. Celui qui un jour a cru qu'il pouvait vous secouer par son absence, découvre que vous marchez maintenant avec tranquillité. Cette sérénité est impossible à attaquer parce qu'elle n'a pas de faille. Un ex peut argumenter, peut inventer, peut critiquer, mais il ne peut pas briser un calme qui ne dépend pas de sa présence. Cette stabilité émotionnelle est ce qui fait le plus mal, parce qu'elle montre que votre vie ne se définit plus par la sienne. Le pouvoir de cette paix ne se reflète pas seulement dans la relation avec le passé, il transforme aussi votre présent et votre avenir. Les décisions que vous prenez ne sont plus contaminées par l'anxiété ou la peur. Vous devenez plus conscient, plus ferme, plus maître de votre cap. Et cette confiance silencieuse ouvre des portes dans votre vie personnelle, professionnelle et sociale. Les gens font confiance à quelqu'un qui transmet le calme, parce que dans un monde dominé par le bruit, la sérénité devient un phare. Celui qui cultive cette paix inexplicable apprend à transformer la douleur en sagesse et l'incertitude en force. Ce n'est pas un état mystique ou inaccessible, c'est le résultat d'un travail constant sur soi-même. Et le meilleur, c'est que même si elle semble invisible, elle se remarque toujours. Parce que ce calme se transmet dans votre façon de parler, dans votre façon de regarder, dans la sécurité avec laquelle vous avancez. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, votre paix parle pour vous. Et c'est la plus grande victoire, parce que personne ne peut vous enlever ce que vous avez construit de l'intérieur. 5. Fais ressentir ton absence. Quand une bougie s'éteint dans une pièce sombre, on ne se souvient pas tant de la lumière qu'elle donnait, mais du vide qu'elle laisse par sa disparition. Le contraste entre ce qui était et ce qui n'est plus devient un rappel constant. C'est ainsi que fonctionne ton absence après une rupture. Ce n'est pas seulement un silence physique, c'est un écho qui persiste dans la vie de l'autre. Mais l'important ici n'est pas simplement de disparaître, mais de faire en sorte que cette absence ait un poids, qu'elle devienne une présence silencieuse et qu'elle soit impossible à remplacer. Faire ressentir ton absence ne consiste pas à manipuler. Il ne s'agit pas de créer un vide artificiel pour punir quelqu'un. Il s'agit de vivre avec tant d'authenticité et de croissance que ton absence se fait ressentir de manière inévitable. Quand un ex se souvient de ta discipline, de ta sérénité, de ta capacité à sourire sans dépendre de personne, il découvre que cette empreinte ne peut être comblée par une autre personne.
Parce que la véritable absence n'est pas celle que l'on mesure en kilomètres ou en contact bloqué, c'est celle que l'on ressent dans l'âme quand on sait qu'on a perdu quelque chose d'unique. La clé est de transformer ta vie de telle manière que, même dans ton silence, tu parles plus fort que jamais. Ne pas répondre aux messages avec ressentiment, ne pas supplier des explications, ne pas chercher à être rappelé par des sous-entendus. L'impact réel arrive quand ton ex se trouve face à des versions de toi qui semblent nouvelles, plus fortes et plus complètes. Et il comprend alors que la personne qu'il a connue n'est plus disponible. Cette absence devient une présence gênante parce qu'elle oblige à affronter la réalité. Tu as perdu quelqu'un qui ne revient plus au même endroit. En pratique, faire ressentir ton absence signifie te concentrer sur ta vie avec une intensité qui ne laisse pas de place à la dépendance. C'est te lever tôt et avancer vers tes objectifs, c'est t'entourer d'environnements sains, c'est construire de nouvelles expériences sans traîner de chaînes. Plus tu investis en toi-même, plus ton absence devient évidente pour l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être loin, mais d'être transformé. Et cette transformation est ce qui laisse un vide difficile à ignorer. Beaucoup pensent que l'absence se réalise en fermant toutes les portes, mais la véritable stratégie est de grandir à tel point que tu ne rentres plus dans le même espace que tu as laissé derrière toi. Ton ex peut remplir son temps avec des distractions, il peut essayer de remplacer ta place, mais tôt ou tard, il remarquera que ce qu'il manque n'est pas ta présence physique, mais l'essence de quelqu'un qui a maintenant évolué. Et cette découverte fait mal, parce qu'elle montre que le vide ne se comble pas avec des substituts. Le pouvoir de cette leçon est qu'elle ne dépend pas de démonstrations publiques. Tu n'as pas besoin de crier ton succès, ni de publier chaque étape sur les réseaux sociaux. L'absence devient plus forte lorsque ta vie parle d'elle-même, lorsque l'on remarque que tu ne tournes plus autour de ce que tu as perdu. Celui qui a vraiment un impact n'est pas celui qui cherche l'attention, mais celui qui suit son chemin avec détermination. Et c'est dans ce contraste que ton absence devient un rappel constant de ce qu'ils ne peuvent plus avoir. Faire ressentir ton absence est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te venger ou d'infliger de la douleur, il s'agit de récupérer ta place dans ta propre vie. En le faisant, tu montres clairement que ta valeur ne dépendait pas de la relation, mais qu'elle était en toi depuis le début. Et en vivant à partir de cette certitude, ton ex ressent inévitablement le poids de ton absence. Parce que l'absence authentique n'est pas un silence vide, c'est une transformation qui se ressent même si elle ne se voit pas. 6. Renaître avec un but. Une forêt incendiée semble condamnée à rien, mais sous les cendres bat une vérité puissante. La terre s'enrichit de ce qui semblait être la destruction et avec le temps, une vie plus forte, plus verte et plus résistante qu'avant émerge. C'est cela, renaître avec un but, ne pas se lever simplement par fierté ou pour montrer que tu as survécu, mais construire une vie qui a un sens plus grand que la douleur. La véritable renaissance n'est pas une simple récupération. C'est un changement radical dans lequel chaque pas que tu fais reflète que tu sais maintenant où tu vas. Renaître avec un but implique de transformer la rupture en un point de départ. Beaucoup réussissent à se lever, mais ils le font sans direction, comblant le vide avec des distractions, des plaisirs éphémères, des relations superficielles. Ce genre de renaissance est fragile parce qu'il dépend de l'extérieur. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de redécouvrir pourquoi tu es ici, ce que tu veux construire, quelle empreinte tu veux laisser. La puissance de cette renaissance est visible. On la remarque dans tes habitudes, dans ton énergie, dans tes décisions. Tu n'es plus la même personne qui se contentait de peu. Maintenant, tu es quelqu'un qui poursuit ses objectifs avec détermination, qui ne se laisse pas distraire par des futilités. Cette transformation effraie ceux qui espéraient te voir coincé dans la nostalgie. Parce que tu ne te contentes pas d'avancer, tu le fais avec une force et une clarté que tu n'avais pas auparavant. Cela fait plus mal que n'importe quel silence, car c'est la preuve que tu as perdu quelque chose qui non seulement a été récupéré, mais qui s'est multiplié. Pour apporter cette renaissance à la vie quotidienne,
il est nécessaire de se remettre en question en profondeur. Te demander quelles choses tu as repoussées, quels rêves tu as enterrés par confort ou par peur, quels objectifs tu as laissés de côté en étant pris dans une relation. Le moment de te lever n'est pas pour revenir à la même chose, mais pour te réinventer, apprendre une nouvelle compétence, entreprendre un projet personnel, t'engager pour ta santé, investir dans ta croissance spirituelle. Ce processus implique également de rompre avec ce qui ne correspond plus à ta nouvelle vie. Des relations vides, des routines qui drainent, des habitudes qui te sabotent. Renaître n'est pas accumuler plus, c'est nettoyer l'inutile pour laisser de la place à ce qui compte vraiment. Lorsque ton environnement commence à s'aligner avec ton but, la transformation devient impossible à ignorer. L'impact sur ceux qui te connaissaient avant est inévitable. Ils remarquent que tu n'es plus la même version de toi, et ce changement devient un miroir qui les confronte à leur propre manque d'évolution. Renaître avec un but n'est pas seulement un bénéfice personnel, c'est un message puissant pour le monde. Cela signifie montrer que la douleur ne t'a pas détruit, que tu as su l'utiliser comme matière première pour construire quelque chose de plus grand. Ce message inspire, suscite l'admiration et, chez ceux qui t'ont perdu, suscite la certitude qu'ils n'ont plus leur place sur ton nouveau chemin. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur pour un ex que de découvrir que tu as été capable d'utiliser la rupture comme l'étincelle pour trouver ta véritable direction. La véritable renaissance n'est pas un acte passager, c'est une déclaration de vie. C'est te lever chaque matin en sachant que ton histoire a un sens plus élevé que n'importe quelle blessure. Et ce type d'énergie ne se feint pas et ne se remplace pas. C'est le résultat d'avoir traversé le feu et d'en être sorti transformé. Celui qui parvient à renaître avec un but ne redevient jamais le même, car il comprend que la véritable victoire n'est pas de récupérer ce qui a été perdu, mais de devenir quelqu'un d'impossible à renverser ou à blesser. 7. Fais de la discipline ton nouvel amour. La mer ne conquiert pas la rive en un seul coup de vague. Elle le fait avec la constance de milliers d'entre elles qui ne s'arrêtent jamais. C'est l'essence de la discipline, le pouvoir de répéter avec fermeté ce qui te construit, même quand il n'y a pas de motivation, même quand personne ne te regarde. Après une rupture, la plupart des gens courent après des soulagements rapides, fêtes, distractions, amour passager. Mais ces pansements s'estompent et laissent le même vide. La discipline, en revanche, devient un amour qui ne t'abandonne jamais, une force qui te reconstruit de l'intérieur et qui projette vers l'extérieur un changement impossible à ignorer. Aimer la discipline, c'est redécouvrir l'ordre que tu mérites, c'est t'engager à dormir à l'heure, à prendre soin de ce que tu manges, à entraîner ton corps, à nourrir ton esprit. Ce n'est pas vivre comme un robot, c'est te rappeler chaque jour que ton bien-être compte plus que n'importe quel passé. Lorsque tu fais de la discipline ta compagne, ce qui était autrefois le chaos se transforme en structure, et ce qui était autrefois le désordre devient direction. Ce changement se remarque dans ton énergie, dans ta posture, dans la clarté de ton regard. Et quand quelqu'un qui t'a connu dans la faiblesse te revoit, il comprend que tu appartiens maintenant à un autre niveau de vie. La discipline est aussi un langage silencieux. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu t'es levé tôt, que tu t'es entraîné, que tu as lu, que tu as fait ton travail. Les gens le perçoivent dans ta démarche, dans la confiance que tu dégages, dans la maîtrise de tes émotions. Un ex peut essayer d'ignorer ton silence, peut croire que rien n'a changé, mais il ne peut nier l'évidence. Ta constance a façonné quelqu'un de nouveau. Ce pouvoir visible est bien plus dévastateur que toute tentative de faire semblant, car la discipline ne se feint pas, elle se démontre. Pour la pratiquer au quotidien, tu as besoin de fermeté. Il y aura des jours où la fatigue voudra te dominer, des moments où la tentation d'abandonner sera forte, mais la discipline ne se négocie pas. C'est prendre la décision de te lever, même si ton corps est lourd, de respecter tes objectifs, même si ton esprit te demande du repos, de rester fidèle à toi-même, même en solitude. La récompense n'est pas immédiate,
mais elles s'accumulent en silence jusqu'à ce qu'un jour, ta vie entière reflète le résultat. C'est l'amour le plus solide que tu peux construire, car il ne dépend de personne d'autre, seulement de ton engagement envers toi-même. Faire de la discipline ton nouvel amour est aussi un acte de respect de soi. Tu te dis par des actions que tu es digne d'efforts, que ta santé, ton esprit et ton âme méritent le meilleur de toi. Lorsque tu choisis cette voie, tu cesses d'être quelqu'un qui cherche la validation externe et tu deviens quelqu'un qui se valide par des faits. Ce message n'a pas besoin de mots, il se remarque dans la façon dont tu affrontes les défis, dans la façon dont tu réagis avec calme, dans la façon dont tu projettes la confiance sans la vanter. Le plus puissant est que cette transformation n'affecte pas seulement celui qui t'a perdu, elle affecte tout ton environnement. Les personnes qui te connaissent commencent à s'inspirer de ton exemple, ton cercle change, tes opportunités se multiplient, parce que la discipline ne te renforce pas seulement, elle t'élève aussi. Et ce nouveau standard rend toute comparaison avec ton passé douloureuse pour ceux qui espéraient te voir vaincu. Faire de la discipline ton nouvel amour signifie comprendre que la vie ne consiste pas à attendre la motivation, mais à la créer avec des actes répétés. C'est savoir que ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble petit, sera la base de la personne qui demain sera impossible à renverser. Et cet amour, contrairement à tout autre, ne t'abandonne jamais. Il te pousse toujours à aller plus loin. La pauvreté ne commence pas par le manque d'argent, elle commence par ta façon de penser. Chaque décision que tu prends, chaque habitude que tu répètes sans questionner, construit la réalité dans laquelle tu vis. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton origine. C'est ton état d'esprit qui fait la différence entre avancer ou rester coincé. Tant que tu continues à dépenser plus que tu ne gagnes, à penser petit, à repousser ce que tu sais être important et à vivre sans objectif clair, tu continues à renforcer un cycle qui ne fait que te plonger davantage. Ce n'est pas une punition du destin, c'est la conséquence directe de ce que tu choisis jour après jour. La pauvreté n'est pas un mystère, c'est le résultat de schémas mentaux qui te maintiennent piégé dans la pénurie. Cette vidéo n'est pas pour te mettre à l'aise, elle est là pour te confronter, pour que tu regardes en face les habitudes qui te sabotent et comprennes que bien qu'elles fassent partie de ta vie aujourd'hui, elles n'ont pas à définir ton avenir. Ici, nous ne parlerons pas de magie ni de formules faciles. Nous allons parler de la racine du problème, ton état d'esprit, tes comportements et tes excuses. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras les leçons pratiques qui peuvent secouer ta routine et changer ton chemin. Parce que la richesse ne concerne pas seulement les chiffres, elle concerne la discipline, la responsabilité et la vision. Et tant que tu continues à croire que la cause est à l'extérieur, tu continues à perdre l'opportunité de transformer la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle, toi-même. 1. Dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres que tu décides toi-même d'y mettre. Au début, cela semble supportable, tu te convaincs même que tu peux supporter le poids. Mais avec le temps, chaque pas devient plus lent et douloureux jusqu'à ce que tu finisses épuisé. C'est ainsi que fonctionne l'habitude de dépenser plus que ce que tu gagnes, un schéma silencieux qui érode ta liberté petit à petit. La gratification immédiate se déguise en récompense, mais en réalité, c'est un piège qui te lie à des dettes, des intérêts et des préoccupations constantes. Le problème n'est pas combien d'argent arrive dans tes mains, mais comment tu le gères. Des personnes avec des salaires modestes parviennent à s'en sortir parce qu'elles contrôlent chaque mouvement, tandis que d'autres, avec des revenus élevés, vivent à la limite parce que leur discipline est nulle. Lorsque tu dépenses plus que ce que tu reçois, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds le contrôle. Tu deviens l'esclave des banques, des cartes de crédit, des prêts et des engagements qui ne finissent jamais. Et le plus grave est que tu nourris une mentalité de pénurie. Tu vis avec le sentiment que rien n'est suffisant, bien que la réalité soit que c'est toi qui creuses le trou avec chaque dépense inutile. La sortie commence par un acte d'honnêteté brutale, reconnaître où va ton argent.
Tu ne peux pas corriger ce que tu ne mesures pas, c'est pourquoi il est vital de noter chaque dépense, aussi minime soit-elle. Ensuite, établis un budget clair et, plus important encore, respecte-le avec une discipline de fer. Oui, tu vas devoir dire non à des choses qui semblent tentantes, mais chaque renoncement conscient se traduit par une tranquillité future. Apprends à différencier entre les désirs et les besoins. Souvent, tu achètes pour combler des vides émotionnels, pour faire semblant ou pour ressentir une satisfaction momentanée qui s'évapore en quelques secondes. Demande-toi avant de dépenser, est-ce que cela change ma vie ou est-ce que cela me donne juste une illusion passagère? Si la réponse est la seconde, tu sais quoi faire. De plus, commence à construire un fonds d'urgence, même avec de petites quantités. Il ne s'agit pas d'accumuler de grosses sommes d'un coup, mais de te prouver que tu es capable de prendre le contrôle. Rompre avec cette habitude demande du caractère. Cela exige de cesser de vivre pour impressionner les autres et de commencer à travailler sur ta véritable stabilité. Cela exige de renoncer au plaisir immédiat pour construire la liberté à long terme. Si tu ne fermes pas le trou par lequel s'échappe ton argent, peu importe combien tu gagnes, tu vivras toujours vide. Mais si tu te confrontes à toi-même avec fermeté et choisis de mieux gérer, tu découvriras que la véritable richesse ne commence pas par gagner plus, mais par dépenser moins et décider consciemment où placer chaque centime. C'est la base de toute croissance. 2. Penser petit. C'est comme vivre dans une cage avec la porte ouverte. Il n'y a pas de barreau qui t'arrête vraiment, mais tu te convaincs que tu ne peux pas sortir, que l'espace restreint dans lequel tu te trouves est tout ce que tu mérites. Penser petit, c'est ça. Croire que ce que tu as est le maximum que tu peux aspirer et que les grands rêves sont réservés aux autres. Cette mentalité ne te limite pas seulement, elle conditionne aussi chaque action que tu prends. Parce que ta vie se déplacera toujours dans le cadre que ton esprit décide de dessiner. Le problème avec la pensée petite est qu'elle devient un cycle sans fin. Tu crois que tu ne peux pas accomplir plus, alors tu n'agis pas avec ambition. Comme tu n'agis pas, tu n'obtiens pas de grands résultats. Et comme tu n'obtiens pas de résultats, tu confirmes ta croyance que tu ne pourras jamais atteindre quelque chose de mieux. Ainsi, tu te contentes de travaux médiocres, de relations sans avenir, de routines qui ne te demandent pas de grandir. Le pire, c'est que tu commences à justifier cette conformité en disant des phrases comme « mieux vaut peu mais sûr » ou « nous ne sommes pas tous nés pour de grandes choses ». Ce sont des excuses qui masquent la peur et le manque de vision. Rompre avec cette habitude commence par un exercice d'honnêteté brutale. Reconnaître où tu te réduis. Demande-toi ce que tu as arrêté d'essayer par peur, quels sont les objectifs que tu as écartés avant de faire le premier pas. Peut-être voulais-tu démarrer une entreprise, mais tu pensais que c'était trop pour toi. Peut-être voulais-tu apprendre une nouvelle compétence, mais tu t'es dit qu'il était trop tard. Chaque fois que tu as pensé ainsi, tu as choisi la cage, même si la porte était ouverte. Le premier conseil pratique est d'élargir ta vision. Lis, informe-toi, observe des exemples de personnes qui ont commencé avec moins que toi et qui ont réussi à s'en sortir. Il ne s'agit pas d'admirer de loin, mais de comprendre que ce qu'ils ont fait, tu peux aussi le faire si tu es prêt à payer le prix de l'effort. Entoure-toi de grandes idées, parce que ton esprit se nourrit de ce que tu consommes. Si tout ce que tu entends sont des plaintes, des limitations et des pensées médiocres, tu ne pourras jamais élargir ton horizon. Le deuxième conseil est d'élever tes standards. Demande-toi si ce que tu acceptes aujourd'hui comme suffisant l'est vraiment, ou si c'est juste du confort déguisé. Élever tes standards signifie ne pas te contenter d'un travail qui te permet à peine de survivre, ne pas accepter un environnement qui te freine, ne pas rester dans une routine qui éteint ton ambition. Lorsque tes standards augmentent, tes actions changent, et lorsque tes actions changent, tes résultats s'améliorent inévitablement. Le troisième conseil est de fixer des objectifs qui te défient. Je ne parle pas de rêver de millions du jour au lendemain. Je parle de te fixer des objectifs qui te forcent à sortir de ta zone de confort.
Si aujourd'hui tu gagnes un certain montant, cherche un plan réel pour le doubler dans un temps précis. Si tu n'as jamais lu, engage-toi à terminer un livre par mois. Si tu n'as jamais entrepris, commence par quelque chose de petit, mais de tangible. L'important est que chaque objectif te force à grandir au-delà de ce que tu crois possible aujourd'hui. Un autre conseil fondamental est de changer ton langage interne. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu renforces ta prison mentale. Remplace cette phrase par « comment puis-je le faire ?» Ce simple changement transforme la façon dont ton cerveau cherche des solutions. Parce que la vérité est que tu n'es pas incapable. Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon chemin et tu ne le trouveras que si tu es prêt à le chercher. Penser petit est l'une des habitudes les plus destructrices parce qu'elle ne se voit pas immédiatement. 3. Procrastiner ce qui est important. C'est comme avoir une graine dans la main et décider de la garder pour demain. Tu penses que quand tu la planteras, elle poussera de la même manière, que cela n'a pas d'importance d'attendre un jour de plus. Mais la vérité est que chaque report est une récolte perdue, un arbre qui ne donnera jamais de fruits parce que tu ne l'as jamais planté à temps. Procrastiner ce qui est important est le voleur le plus silencieux de richesse et de progrès. Il vole tes heures en se déguisant en confort et te convainc qu'il y aura toujours un demain pour faire mieux. Le problème avec cette habitude n'est pas la paresse en soi, mais le mensonge qu'elle porte en elle. Elle te fait te sentir occupé avec des choses sans importance pendant que l'essentiel reste en suspens. C'est ouvrir les réseaux sociaux au lieu de travailler sur un projet, ranger ton bureau au lieu de faire face à la tâche difficile ou justifier que tu as besoin d'être motivé pour agir. Chaque excuse est un poison lent. Et le plus grave est qu'avec le temps, ton esprit commence à croire que remettre à plus tard est normal, que la vie peut toujours attendre, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que les années ont passé et que rien n'a changé parce que c'était toujours demain et jamais aujourd'hui. Pour arrêter de procrastiner, la première chose à faire est d'accepter que la motivation n'est pas fiable. Si tu attends de te sentir inspiré, tu ne commenceras jamais. La discipline doit remplacer l'émotion, car ce qui construit vraiment les résultats est la constance, pas l'envie momentanée. Force-toi à faire le premier pas, même si tu n'en as pas envie, car c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Une stratégie puissante est la règle des 5 minutes. Lorsque tu es tenté de remettre quelque chose à plus tard, engage-toi à le faire pendant seulement 5 minutes. La plupart du temps, tu découvriras qu'une fois que tu as commencé, tu continues sans effort. Un autre conseil est de diviser ce qui est important en tâches petites et concrètes. Tu procrastines parce que ton esprit voit l'objectif comme une montagne impossible à gravir, mais si tu le divises en étapes, le chemin devient gérable et moins intimidant. Tu dois aussi identifier les déclencheurs qui te font tomber dans cette habitude. Demande-toi, qu'est-ce qui me distrait le plus souvent ? Le téléphone, les réseaux sociaux, la télévision, les conversations sans sens. Une fois détecté, établis des barrières claires. Mets ton téléphone hors de portée pendant que tu travailles, établis des horaires sans interruption et élimine le bruit qui te vole ta concentration. Ton environnement doit être conçu pour t'aider, pas pour te saboter. Un autre point clé est d'apprendre à prioriser. Beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils ne distinguent pas ce qui est urgent de ce qui est important. Ils passent leur temps à éteindre de petits incendies pendant que ce qui changerait vraiment leur vie reste en attente. Fais une liste quotidienne des 3 choses les plus importantes et engage-toi à les terminer avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Cette simple pratique peut transformer ta productivité de manière radicale. Procrastiner ce qui est important ne te rend pas seulement pauvre en argent, mais aussi pauvre en temps, en réalisation et en estime de soi. Chaque tâche reportée est un message à toi-même que tu ne fais pas confiance en ta capacité d'agir. Rompre cette habitude est un acte de respect de soi. C'est te prouver que tes objectifs sont plus importants que tes excuses. Parce qu'au final, la vie ne se mesure pas par ce que tu dis que tu feras demain, mais par ce que tu oses construire aujourd'hui. Si tu enterres la graine au bon moment,
Tu auras un arbre qui donnera des fruits toute la vie, mais si tu continues à attendre, tu te retrouveras avec une graine sèche dans la main et le sentiment amer que le temps t'a échappé pour toujours. 4. Vivre sans objectif clair. C'est comme monter dans un bus sans demander où il va. Il peut t'emmener dans un bel endroit, il peut te laisser au milieu de nulle part, mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas le contrôle sur la destination. Vivre sans objectif clair, c'est exactement cela, se déplacer sans direction, dépenser de l'énergie sans but et laisser la vie te traîner au lieu de la conduire. Le plus dangereux n'est pas l'effort que tu fais, mais le fait que cet effort se dilue parce qu'il n'est pas concentré et tu finis donc fatigué mais sans résultat. Quand tu n'as pas de but défini, la routine devient un cercle interminable d'activités qui ne construisent rien de solide. Tu travailles pour payer les factures, mais pas pour grandir. Tu te lèves pour remplir des obligations, mais pas pour poursuivre un but. Ce vide est ce qui fait que tant de personnes se contentent de survivre au lieu de prospérer. Et le plus dur est que, sans objectif, tout obstacle semble suffisant pour t'arrêter, car il n'y a pas de pourquoi assez fort pour te pousser à continuer. Avoir de la clarté, c'est bien plus que d'écrire un rêve sur papier, c'est dessiner une carte qui te rappelle où tu vas. Il ne s'agit pas de se remplir d'illusions vagues comme « je veux être riche » ou « je veux être heureux », mais de tracer des objectifs spécifiques, mesurables et avec un délai concret. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la chance, mais dans la précision avec laquelle ils définissent ce qu'ils cherchent. Sans direction, tout vent est contraire, mais avec un cap, même la tempête devient un élan. Pour rompre avec cette habitude, la première chose à faire est de réfléchir de manière brutalement honnête à ce que tu veux. Demande-toi quel type de vie tu veux vivre dans 5 ou 10 ans et commence à décomposer les étapes nécessaires pour t'en rapprocher. L'écrire n'est pas un acte romantique, c'est une stratégie mentale. Ton cerveau a besoin de voir clairement pour agir avec décision. Un conseil pratique est de diviser chaque objectif en petits buts. Par exemple, si tu veux améliorer ta situation financière, définis combien tu veux économiser cette année, combien tu dois générer en plus chaque mois et quelles dépenses tu dois éliminer. Si tu veux améliorer ta santé, fixe combien de fois tu t'entraîneras par semaine et quelles habitudes alimentaires tu changeras. Ne le laisse pas en phrases vides, traduis-le en actions concrètes qui peuvent être mesurées. Un autre conseil est de revoir tes objectifs de manière constante. Il ne suffit pas de les définir une fois et de les oublier. Chaque semaine, consacre du temps à évaluer si tes actions sont alignées avec ce que tu veux. Cette pratique te maintient concentré et t'oblige à corriger le cap quand tu t'écartes. De plus, tu dois apprendre à dire non. Quand tu n'as pas d'objectif clair, toute invitation, distraction ou proposition semble valide. Mais quand tu sais où tu vas, il est plus facile de rejeter ce qui n'ajoute pas. La clarté donne de la force, et cette force se traduit par la discipline. Vivre sans objectif clair, c'est choisir le hasard comme guide, et le hasard construit rarement des vies extraordinaires. Rester sans direction est le chemin le plus rapide vers la médiocrité, car l'énergie qui n'est pas concentrée est gaspillée. Avoir des objectifs ne garantit pas que le chemin sera facile, mais garantit que chaque pas a un sens. Et dans une vie où le temps est la ressource la plus précieuse, tu ne peux pas te permettre de marcher sans direction. Celui qui définit son destin prend le volant, et celui qui ne le fait pas sera toujours passager du voyage des autres. 5. Attendre la motivation pour agir. C'est comme être devant une porte fermée en attendant que le vent l'ouvre pour toi. Tu restes immobile, regardant, imaginant ce que serait de passer de l'autre côté, mais tu ne tournes jamais la poignée parce que tu attends le signal parfait, le moment idéal, cette étincelle de motivation qui semble ne jamais arriver. Vivre de cette façon, c'est donner ton temps à l'inaction. C'est croire que le moteur de ta vie doit venir de l'extérieur, alors qu'en réalité, il a toujours été en toi. L'erreur d'attendre la motivation est que la motivation est instable, volatile,
et trompeuse. Un jour, elle te remplit d'énergie, et le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. Si ta discipline dépend d'être motivé, tu n'auras jamais de constance. Construire de la richesse, changer d'habitude ou transformer ta vie n'arrive pas parce qu'un jour tu t'es levé inspiré. Cela arrive parce que même quand tu n'avais pas envie, tu as fait ce que tu devais faire. La discipline est le véritable carburant et ceux qui le comprennent avancent, tandis que les autres restent coincés en attendant de ressentir quelque chose qui arrive rarement. La motivation, en réalité, n'est pas le début du processus, c'est la conséquence. Lorsque tu commences à agir, même si tu ne le veux pas, ton cerveau génère cette sensation de progression qui se traduit ensuite en motivation. Mais si tu décides de ne pas bouger jusqu'à la ressentir, tu te condamnes à un cycle d'attente infini. C'est comme attendre d'avoir des forces pour s'entraîner, alors que les forces apparaissent précisément après avoir commencé à s'entraîner. Pour rompre avec cette habitude, tu as besoin d'un changement radical dans ta façon de penser. Il ne s'agit pas de chercher à être inspiré, il s'agit de t'engager dans ce que tu sais que tu dois faire. Le conseil le plus direct est simple, crée des routines qui ne dépendent pas de ton humeur. Si tu dois lire, écris un horaire et respecte-le. Si tu veux économiser, programme le montant automatiquement. Si tu veux améliorer ta santé, fixe les jours d'entraînement et fais-le sans laisser de place à la négociation interne. L'esprit cherchera toujours des excuses, mais si tu établis des systèmes solides, ils te soutiendront même les jours où ta motivation est au plus bas. Un autre conseil utile est de commencer par de petites actions immédiates. Souvent, le manque de motivation vient du fait de voir la tâche comme une montagne. Au lieu de t'obséder avec la grandeur, concentre-toi sur le minimum. Écris une seule page si tu veux finir un livre. Économise une petite somme si tu veux l'indépendance financière. Fais 10 minutes d'exercice si tu ne peux pas en faire 1 heure. La clé est de bouger, car le mouvement génère de l'élan et cet élan se transforme en habitude. Il est également important de t'entourer de disciplines externes. Si ton environnement est rempli de distractions et de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, il sera plus difficile de rester ferme. Entoure-toi de ceux qui valorisent la constance, qui n'attendent pas d'avoir envie de faire ce qui est juste. Cet exemple est contagieux et renforce ton propre engagement. Attendre la motivation est un luxe que les pauvres d'esprit ne peuvent pas se permettre. Chaque jour que tu remets à plus tard parce que tu n'as pas envie est un jour perdu à jamais. Un jour qui aurait pu te rapprocher de tes objectifs et qui ne reviendra jamais. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours été inspirés. Ce sont ceux qui ont fait ce qu'il fallait même s'ils ne le voulaient pas. Le succès ne se construit pas avec des étincelles d'émotion. Il se construit avec des briques de discipline posées l'une après l'autre jusqu'à édifier une vie solide. Arrête d'attendre que quelque chose ou quelqu'un allume ton feu, apprends à l'allumer toi-même avec tes actions quotidiennes. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans l'attente éternelle. 6. T'entourer de personnes qui te rabaissent. C'est comme essayer de grandir dans un jardin où la terre est empoisonnée. Peu importe combien de soleil tu reçois ou combien d'eau on te verse, les racines ne peuvent pas s'étendre parce que tout ce qu'elles absorbent est contaminé. C'est ainsi que fonctionne ton environnement. Si tu t'entoures de personnes qui te limitent, qui critiquent chaque idée, qui se moquent de tes rêves et qui jouissent de ta médiocrité, parce que cela les fait se sentir à l'aise, tu finiras par te faner même si tu as en toi le potentiel pour fleurir. La grande erreur de beaucoup est de sous-estimer le pouvoir de l'environnement. Ils pensent que la mentalité se soutient toute seule, mais la réalité est que les pensées sont constamment modelées par les conversations, par les attitudes et par l'énergie de ceux qui t'entourent. Si tu es dans un cercle où il est normal de dépenser sans réfléchir, de procrastiner, de se plaindre du gouvernement ou de blâmer la chance, tôt ou tard, ce schéma devient le tien. Parce que personne ne peut aspirer à la grandeur s'il vit entouré de gens qui célèbrent la petitesse.
Rompre cette habitude nécessite du courage, car cela signifie regarder en face les personnes avec qui tu passes le plus de temps et te demander si elles ajoutent ou soustraient réellement à ta vie. Il ne s'agit pas de haïr ou de mépriser qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des environnements qui drainent ta force et d'autres qui la multiplient. Le premier conseil pratique est d'observer attentivement quelles conversations prédominent dans ton cercle. Si la plupart d'entre elles sont des critiques, des ragots ou des plaintes constantes, tu empoisonnes ton esprit chaque jour. Le deuxième conseil est de commencer à filtrer le temps que tu donnes. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois réduire l'exposition à ceux qui te tirent vers le bas. Consacre plus d'heures à lire, à apprendre, à t'entraîner ou à construire, plutôt qu'à être pris dans des dynamiques de médiocrité. Le temps est limité, et chaque minute que tu offres à quelqu'un qui te rabaisse est une minute que tu perds pour grandir. Le troisième conseil est de chercher intentionnellement de meilleurs cercles. Entoure-toi de ceux qui sont déjà sur le chemin que tu veux emprunter, de ceux qui pensent grand, de ceux qui ne se contentent pas de survivre et cherchent à construire. Cela peut se faire à travers des communautés, des mentors, des livres ou même des contenus qui nourrissent ton esprit de manière différente. L'important est que ton environnement devienne de l'essence, pas du poison. Un autre aspect crucial est d'apprendre à poser des limites claires. Souvent, les personnes qui te freinent sont des membres de ta famille ou des amis de longue date, et il est difficile de les éloigner complètement. Mais tu peux limiter l'impact qu'ils ont sur toi. Tu n'as pas à écouter chaque critique, tu n'as pas à justifier chaque décision, tu n'as pas à laisser leurs insécurités devenir des chaînes pour toi. Les limites ne sont pas de l'égoïsme, elles sont une protection de ton énergie et de ta vision. T'entourer de personnes qui te rabaissent est l'une des habitudes les plus dangereuses parce qu'elle agit en silence. Tu ne ressens pas le dommage immédiatement, mais peu à peu, elle façonne ta façon de penser jusqu'à ce qu'un jour, tu découvres que tu as cessé de rêver, d'essayer et de croire en toi-même. Et tout cela parce que tu as vécu entouré de ceux qui n'ont jamais osé grandir. L'antidote est simple mais dur. Choisir mieux avec qui tu partages ton temps, même si cela fait mal, même si cela signifie marcher un moment en solitude. Parce qu'il vaut mieux avancer seul que de vivre piégé entre des voix qui célèbrent ton immobilisme. Lorsque tu choisis un environnement qui te stimule, tu découvres que grandir est inévitable, parce que tes racines trouvent enfin un sol fertile pour s'étendre. 7. Croire que l'apprentissage est déjà terminé. C'est comme fermer un livre au milieu de l'histoire et se convaincre que vous savez déjà tout. Vous manquez les pages les plus précieuses, les leçons qui pourraient changer le cours du protagoniste. Et le pire, c'est que vous ne le remarquez même pas parce que vous pensez que vous n'avez pas besoin de lire davantage. C'est ainsi que fonctionne la mentalité de ceux qui pensent avoir déjà suffisamment appris. Ils se contentent de ce qu'ils savent et transforment ce confort en une prison invisible qui arrête toute possibilité de croissance. Le monde change tous les jours, la technologie avance, les marchés se transforment, les opportunités bougent. Pourtant, beaucoup restent coincés dans ce qu'ils ont appris il y a des années, comme si cette connaissance était suffisante pour faire face aux défis du présent. Cette arrogance déguisée en sécurité est un ennemi silencieux. Il vous convainc que vous n'avez plus besoin de lire, de vous former, d'écouter ou de vous mettre à jour, et tout ce qu'il fait, c'est vous condamner à devenir obsolète. Ce qui était valable hier peut être mort aujourd'hui, et celui qui ne le comprend pas est laissé hors du jeu. Rompre cette habitude nécessite de l'humilité. Acceptez que vous ne savez jamais tout, qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose, et que l'ignorance commence au moment où vous décidez d'arrêter d'apprendre. Le premier conseil pratique est de revenir à l'habitude de la lecture. Il ne s'agit pas de lire par mode, mais de choisir des livres qui élargissent votre vision, qui vous défient, qui vous dérangent, parce qu'ils secouent ce que vous croyez vrai. Un livre peut vous épargner des années d'erreurs si vous avez l'humilité de l'ouvrir. Le deuxième conseil est de vous entourer de personnes qui en savent plus que vous dans certains domaines. Écoutez, posez des questions, absorbez ce qu'ils ont déjà parcouru.
Ne le voyez pas comme une compétition, mais comme des raccourcis d'apprentissage. Rester dans des cercles où vous êtes toujours le plus intelligent ne nourrit que votre ego, mais pas votre croissance. Vous avez besoin de gens qui vous poussent à vous sentir mal à l'aise parce qu'ils vous obligent à monter de niveau. Le troisième conseil est d'apprendre de l'expérience, pas seulement de la théorie. La vie vous donne des leçons à chaque erreur, à chaque échec, à chaque coup. Celui qui croit que l'apprentissage est déjà terminé ignore ces signaux et répète les mêmes chutes encore et encore. Changez votre mentalité et demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Qu'est-ce que je peux améliorer pour ne pas le répéter? Cette question transforme tout faux pas en une leçon qui vous rend plus fort. Un autre point clé est d'investir dans l'éducation continue, que ce soit des cours, des ateliers ou de nouvelles compétences. N'attendez pas que le besoin vous oblige à apprendre, car lorsque ce moment arrivera, il sera trop tard. Prenez de l'avance. Formez-vous sur ce qui vient, sur ce qui peut vous ouvrir des portes à l'avenir. Cette préparation est la différence entre s'adapter au changement ou être balayé par lui. Croire que l'apprentissage est déjà terminé est une forme d'abandon. C'est accepter que votre vie ne peut pas être meilleure que ce qu'elle est maintenant, que votre esprit ne peut pas s'élargir davantage, que votre capacité est épuisée. Et c'est un mensonge. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez acquérir de nouvelles armes pour lutter contre la pauvreté et construire la prospérité. La véritable richesse n'est pas dans ce que vous savez déjà, mais dans ce que vous êtes encore prêt à apprendre. Celui qui continue à apprendre avance toujours. Celui qui se croit maître éternel reste coincé dans sa propre ignorance. Marcher seul n'est pas une tragédie, c'est une déclaration de pouvoir. Le monde veut te faire croire que être accompagné est synonyme de valeur, que si tu n'as pas l'approbation des autres, alors tu n'es pas suffisant. Mensonge. La solitude, quand tu la confrontes de face et sans excuse, est l'endroit où se forge le vrai caractère. Il n'y a pas de masque à soutenir, pas d'applaudissements pour distraire. Il ne reste que toi, ton esprit et ta capacité à rester ferme, même si personne ne te regarde. Le stoïcisme l'a mieux compris que quiconque. Marc Aurèle régnait sur des millions, mais il a écrit ses réflexions en solitude, comme si le poids de l'empire ne lui importait pas autant que le poids de son propre esprit. Sénèque enseignait que celui qui dépend de la foule est condamné à vivre en esclave. Et Épictète a clairement indiqué que la liberté commence quand tu apprends à ne pas avoir besoin de ce qui est hors de ton contrôle. C'est le vrai noyau. Arrêtez de craindre le silence et commencez à l'utiliser comme une arme. La solitude ne t'affaiblit pas, elle te dénude. Elle te montre qui tu es sans ornement ni validation. Et c'est là que tu as deux chemins. Fuir vers le bruit et les distractions, ou rester et affronter ce que tu crains tant de découvrir sur toi-même. Celui qui choisit le second se transforme en quelqu'un de différent, plus fort, plus discipliné, plus conscient de son pouvoir intérieur. Cette vidéo ne va pas romantiser la solitude, elle ne va pas non plus te dire que c'est facile, c'est dur, inconfortable, même brutal parfois. Mais c'est aussi l'entraînement le plus réel qui existe pour devenir quelqu'un d'indestructible. Ici, tu apprendras 8 leçons pratiques qui vont t'enseigner comment transformer ton silence en liberté, ta discipline en un bouclier et ta solitude en la base de ta croissance. Si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que l'homme ou la femme qui apprend à marcher seul est le seul qui n'est jamais vraiment seul. 1. Commence tes journées en maîtrisant ton esprit. L'esprit au réveil est comme un cheval sauvage qui n'a pas encore senti la bride. Dès que tu ouvres les yeux, des pensées, des inquiétudes et des tâches en attente commencent à galoper, cherchant à t'entraîner sans direction. Si tu ne prends pas le contrôle à ce premier instant, tu passeras le reste de la journée à suivre des impulsions que tu n'as pas choisies et des émotions que tu ne maîtrises pas. C'est ici que ta force intérieure est mise à l'épreuve, car celui qui parvient à maîtriser son esprit au début de la journée maîtrise aussi le cours de sa vie. Beaucoup se lèvent
et la première chose qu'ils font est de regarder leur téléphone, donnant leur attention à des messages, des notifications et des réseaux sociaux qui dictent comment ils doivent se sentir. À partir de ce moment, ils cessent d'être maîtres d'eux-mêmes, car ils ont cédé leur liberté à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Avant de permettre au monde de décider de ton humeur, tu dois imposer ta propre discipline mentale. Marc Aurèle écrivait chaque matin en se rappelant qu'il allait faire face à l'ingratitude, à la tromperie et aux difficultés, mais il ne le faisait pas pour se déprimer, mais pour se préparer et renforcer son esprit. C'est la clé. Commencer la journée avec un esprit qui obéit à la raison et non aux caprices de l'environnement. Maîtriser ton esprit au réveil ne signifie pas seulement penser positivement, cela signifie l'entraîner avec clarté et fermeté. C'est se lever avec la décision que ta première pensée t'appartient, pas à l'anxiété ni à l'habitude. Une pratique simple et puissante est la respiration consciente. En ouvrant les yeux, au lieu de te lancer dans la routine, consacre quelques minutes à inspirer profondément et à expirer lentement, ordonnant à ton esprit de se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Cet acte, bien qu'il semble minime, est une déclaration. Tu choisis comment commence ta journée. La gratitude est aussi une arme sur ce terrain. Je ne parle pas de phrases vides ou de répétition de ce qui sonne bien. Je parle de reconnaître de manière réelle ce que tu as déjà et qui peut être une source de force. Si ton esprit se réveille en cherchant ce qui manque, tu vivras avec un sentiment de manque. S'il se réveille en reconnaissant ce qui est déjà là, tu marcheras avec une abondance intérieure. Sénèque enseignait que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus que ce dont il a besoin. Se souvenir de cela chaque matin met ton esprit dans un état de sobriété et de pouvoir. Une autre étape fondamentale est de planifier ta journée avant que le chaos ne la planifie pour toi. Il ne s'agit pas d'écrire des dizaines de tâches impossibles, mais de marquer clairement quelles sont les batailles les plus importantes. Ryan Holiday l'appelle « gagner le matin ». Car celui qui commence avec direction et discipline est moins exposé à se perdre dans des futilités. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être constant. Une petite action, mais constante, bat toujours de grandes intentions jamais exécutées. Maîtriser ton esprit le matin signifie aussi te protéger de tes propres excuses. Cette voix intérieure qui dit « 5 minutes de plus, je le ferai plus tard, aujourd'hui ça n'a pas d'importance » est le véritable ennemi. Chaque fois que tu cèdes, tu entraînes la faiblesse. Chaque fois que tu t'imposes, tu entraînes la discipline. Épictète disait que la liberté commence par la capacité de te gouverner et ce gouvernement est testé dans les petites choses. Si tu n'es pas capable de te lever quand tu le décides, il sera difficile pour toi de relever des défis plus grands. Marcher seul implique de te soutenir toi-même et cette solitude se renforce à l'aube. Si au réveil tu dépends des autres pour te motiver, tu resteras enchaîné. Si en revanche tu te réveilles avec la détermination de prendre le contrôle, tu découvriras que la solitude ne te pèse pas, car en toi tu portes la compagnie la plus solide, ta propre volonté. 2. Fais de la gratitude ton bouclier quotidien. La gratitude est comme un bouclier invisible que tu emportes avec toi à chaque bataille. Imagine un guerrier entrant au combat sans protection, exposé à chaque coup et chaque blessure. C'est ainsi que beaucoup vivent, marchant chaque jour sans une arme pour les défendre du poison de la comparaison, de l'envie et de la plainte. La gratitude n'élimine pas les difficultés, mais elle amortit l'impact des coups, te donne une perspective et te rappelle que même au milieu du chaos, tu as encore quelque chose pour lutter. La réalité est dure. Le monde pousse à toujours désirer plus, à mesurer ta valeur par ce que tu n'as pas et à sentir que ce que tu possèdes n'est jamais suffisant. Ce vide est le terrain fertile de la frustration, mais le stoïcisme enseigne que la véritable richesse n'est pas dans l'abondance des choses, mais dans la capacité d'apprécier ce qui est déjà devant toi. Sénèque le disait clairement, « Pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus qu'il n'a besoin. » Pratiquer la gratitude n'est pas fermer les yeux sur ce qui manque,
c'est les ouvrir sur ce qui existe déjà et l'utiliser comme une force. La gratitude a un pouvoir pratique que beaucoup sous-estiment. Quand tu te réveilles et énumères ce pourquoi tu peux être reconnaissant, ton esprit se reprogramme. Il ne le fait pas de manière magique, il le fait de manière rationnelle. Tu changes la perspective du déficit pour celle de la valeur. Il ne s'agit pas d'une formule sentimentale, il s'agit d'entraîner ton esprit à se concentrer sur le réel au lieu de vivre dans l'illusion de ce qui n'est pas encore arrivé. Cette approche diminue l'anxiété, car au lieu de désirer constamment, tu reconnais que tu as déjà des bases solides sur lesquelles marcher. Faire de la gratitude un bouclier signifie l'utiliser dans les moments d'attaque. Quand quelqu'un te blesse avec une critique, rappelle-toi ce que tu as déjà accompli. Quand tu fais face à un échec, rappelle-toi les batailles que tu as gagnées. Quand la solitude pèse, rappelle-toi que tu es toujours debout, respirant, avec la capacité de décider d'un pas de plus. Ce rappel n'est pas une évasion, c'est une réaffirmation de ta force. Marc Aurèle répétait dans ses méditations que ce qui arrive fait partie de la nature et que l'homme fort ne se plaint pas, il agit avec ce qu'il a. C'est le cœur de la gratitude. Ne pas regretter ce qui manque, mais utiliser avec dignité ce qui est déjà entre tes mains. Dans la pratique quotidienne, exercer ce bouclier n'est pas compliqué, mais il demande de la constance. Tu peux prendre un cahier et noter chaque jour 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne répète pas des phrases vides, écris avec précision. La conversation que tu as eue, la santé que tu maintiens, la discipline que tu as appliquée même si personne ne l'a remarqué. Ces détails peuvent sembler minimes, mais ce sont des briques invisibles qui construisent une forteresse mentale impénétrable. James Clear parle dans ses écrits du pouvoir des petites habitudes qui s'accumulent avec le temps. La gratitude en fait partie. Pratiquée quotidiennement, elle n'améliore pas seulement ton humeur, elle change ta façon d'affronter la vie. Tu ne marches plus comme une victime des circonstances, tu marches comme quelqu'un conscient que même dans les petites choses, il y a de l'abondance. Et cette conscience te donne un énorme avantage. Tu réduis le besoin de dépendre des autres pour te sentir complet. La plainte est le langage du faible. La gratitude est le langage du fort. Celui qui se plaint donne son pouvoir au monde. Celui qui est reconnaissant le récupère. Et quand tu fais de la gratitude ton bouclier, tu ne te contentes pas de survivre, tu avances avec plus de fermeté. Le bruit extérieur peut essayer de te renverser, mais ton esprit saura que rien ne peut te prendre ce que tu apprécies déjà. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. Et dans un monde qui te pousse à te sentir insuffisant, marcher avec gratitude est l'acte le plus rebelle de tous. 3. Fais de la solitude ton terrain d'entraînement. La solitude est comme un terrain aride où beaucoup pensent que rien ne peut pousser. Ceux qui la fuient la voient comme un désert vide, étouffant et inutile. Cependant, pour celui qui ose rester en ce lieu, la solitude devient un terrain d'entraînement silencieux, où chaque pas, chaque silence et chaque pensée sont des exercices qui renforcent le caractère. Ce n'est pas un vide. C'est une salle de sport invisible où se forge la résistance émotionnelle et la clarté mentale que le bruit du monde ne peut jamais donner. La société enseigne à craindre la solitude. On nous répète que être seul, c'est être incomplet, que si tu n'es pas entouré de personnes, tu ne vaux rien, que tu as besoin de compagnie pour avoir un sens. Ce message crée des multitudes d'individus incapables de se tenir debout sans l'approbation des autres. Épictète enseignait que la liberté commence à l'intérieur et personne ne peut entraîner cette liberté s'il n'apprend pas à vivre avec lui-même. Faire de la solitude un terrain d'entraînement signifie l'utiliser comme un test et comme un maître. C'est dans le silence que les voix intérieures que tu essaies de faire taire avec des distractions apparaissent. Anxiété, peur, souvenirs, insécurité, tous surgissent quand il n'y a personne autour pour les couvrir. C'est là que la plupart se brisent et cherchent à s'échapper, mais c'est là même que le stoïcien se renforce. Parce que celui qui supporte d'être avec ses propres pensées sans fuir, découvre qu'il n'y a pas d'ennemi plus difficile à vaincre que soi-même.
La solitude bien utilisée ne t'isole pas, elle te polit. C'est comme le fer qui est placé dans le feu. Il chauffe, il se déforme, mais finit par être plus résistant. Marcher seul t'oblige à affronter des faiblesses qui restent cachées en compagnie. Elle t'apprend à ne pas avoir besoin de la validation des autres pour prendre des décisions, à ne pas dépendre de la compagnie pour te sentir valorisé, à ne pas fuir de toi-même. Cette indépendance intérieure est la base de la véritable force. En pratique, tu peux transformer la solitude en entraînement avec des actions simples mais puissantes. Une promenade en silence, sans musique ni distraction, laissant ton esprit respirer sans stimuli externes. Une séance d'écriture où tu vides tes pensées sans filtre, observant ce qui occupe vraiment ton intérieur. Une méditation stoïcienne où tu te rappelles que ce qui est sous ton contrôle, c'est ton esprit et ton attitude et rien d'autre. Chacun de ces exercices est un soulèvement de poids émotionnels, des répétitions qui renforcent l'esprit, tout comme une salle de sport renforce le corps. La discipline est la clé de ce processus. Il ne suffit pas de passer du temps seul, tu as besoin de l'affronter avec intention. Si tu utilises ta solitude seulement pour te noyer dans des pensées négatives ou pour te perdre dans des distractions, tu n'entraînes rien. Ryan Holiday écrit que le silence est l'espace où se décident les grandes batailles de l'esprit. Sans solitude, il n'y a pas de concentration. Sans concentration, il n'y a pas de discipline. Et sans discipline, il n'y a pas de liberté. Faire de la solitude ton terrain d'entraînement ne signifie pas que tu dois te retirer du monde pour toujours. Cela signifie que tu as besoin d'un lieu et d'un moment où tu es ton propre maître. Le monde craint la solitude parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Le stoïcien la transforme en force parce qu'il comprend qu'il y trouve l'opportunité de se connaître, de se tempérer et de se préparer pour ce qui va venir. Ainsi, ce qui pour beaucoup est un désert, pour toi, devient une forge. Et quand tu apprends à t'entraîner sur ce terrain, tu découvres que tu ne craindras plus jamais d'être seul, parce que tu emportes avec toi la compagnie la plus puissante, ta propre force. 4. Forge ton caractère à travers ton corps. Le corps est comme une forge. Si tu le laisses à l'abandon, il rouille, perd de sa force et devient un fardeau. Si tu le travailles avec discipline, il se transforme en un outil de pouvoir, un reflet de ton caractère. Beaucoup pensent que la force réside uniquement dans l'esprit, mais oublient que l'esprit habite un corps, et lorsque celui-ci se brise, la volonté en souffre également. Forger son caractère à travers son corps, c'est se rappeler que chaque goutte de sueur, chaque effort physique et chaque inconfort choisi est un entraînement direct pour ton âme. La vie moderne offre un confort excessif. Des chaises douces, des boutons qui font tout pour toi, des écrans qui te gardent immobile pendant des heures. Cet excès affaiblit. La nature n'a jamais envisagé l'être humain comme un être statique, mais comme un être en mouvement constant, affrontant le froid, la faim, la fatigue et la douleur. Le stoïcisme comprend cela clairement. L'inconfort choisi renforce plus que n'importe quel discours de motivation. Marc Aurèle écrivait que nous devons être comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, solide et résistant. Forger son caractère à travers son corps signifie s'entraîner plus que pour l'apparence. Cela signifie s'entraîner pour la résistance. Courir sous le soleil, soulever des poids quand le corps veut abandonner, maintenir une posture ferme au milieu de la fatigue, toutes ces expériences construisent une volonté inébranlable. Sénèque disait que le luxe et le confort endorment, tandis que la difficulté réveille le véritable pouvoir d'un homme. Chaque fois que tu choisis de transpirer plutôt que de céder, tu entraînes ton esprit à être inébranlable face aux épreuves de la vie. En pratique, cela ne nécessite pas de complications. Tu n'as pas besoin de gymnases coûteux ni de routines impossibles, tu as besoin de constance. Une marche quotidienne à un rythme soutenu, des exercices de résistance avec ton propre poids, un sport qui défie tes limites. L'objectif n'est pas de sculpter un corps parfait pour l'approbation externe, mais de forger un corps capable d'obéir à ton esprit et de soutenir tes décisions. L'entraînement physique devient une métaphore de la vie.
quand tu soulèves du poids et que la barre semble insupportable, tu as deux options, la lâcher ou résister un peu plus. Ce même choix se présente dans tes batailles quotidiennes, dans ton travail, dans tes relations, dans tes objectifs. Si tu entraînes ton corps à ne pas abandonner physiquement, ton esprit apprend à ne pas abandonner émotionnellement. James Clear l'explique lorsqu'il parle d'habitude. Ce que tu répètes devient ton identité. Un corps discipliné façonne une identité disciplinée. La solitude se renforce lorsque ton corps est préparé. Marcher seul avec un corps faible génère de l'insécurité, de la peur et de la fragilité. Marcher seul avec un corps entraîné génère de la confiance, de la résilience et de la sécurité à chaque pas. Non pas parce que tu es physiquement invincible, mais parce que tu sais que tu es capable de résister plus que tu ne le pensais. Cette connaissance intérieure se répand dans chaque domaine de ta vie. Forger son caractère à travers son corps ne signifie pas en être obsédé. Cela signifie l'utiliser comme l'outil qu'il est. Le corps est le terrain le plus visible où ta discipline est mise à l'épreuve. Chaque matin où tu choisis de bouger plutôt que de rester immobile, chaque entraînement que tu termines même si tu n'en as pas envie, chaque douleur physique que tu supportes sans abandonner est un rappel que tu es maître de ta volonté. Le guerrier stoïcien ne se forge pas seulement dans le silence de l'esprit, mais aussi dans l'effort du corps. Et lorsque tu unis les deux, esprit et corps, tu obtiens une cohérence puissante. 5. Nourris ton esprit avec une véritable sagesse. L'esprit est comme un champ fertile. Si tu sèmes des déchets, des mauvaises herbes pousseront et étoufferont tout ce qui est précieux. Si tu sèmes des graines de sagesse, avec le temps tu auras des racines profondes et des fruits qui soutiennent ta vie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons entourés de bruit, d'informations superficielles et d'opinions déguisées en vérité. Et chaque chose que tu consommes devient une partie de toi, dans ta façon de penser, dans ta réaction et dans les décisions que tu prends. Nourrir ton esprit avec une véritable sagesse n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité pour construire une force intérieure. Le problème de beaucoup est qu'ils remplissent leur tête avec tout ce qui apparaît sur un écran. Des séries interminables, des nouvelles manipulées, des conversations sans sens. Tout cela agit comme de la malbouffe mentale. Elle satisfait momentanément, mais affaiblit à long terme. Le stoïcisme, en revanche, propose un régime mental exigeant et nutritif. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour se divertir, mais pour se rappeler l'essentiel et se corriger chaque jour. Sénèque consacrait des lettres entières à renforcer l'âme, pas à se perdre dans les rumeurs. Nourrir ton esprit avec une véritable sagesse signifie choisir avec soin ce que tu laisses entrer. Tout comme tu ne mettrais pas volontairement du poison dans ton corps, tu ne devrais pas remplir ta tête d'idées qui t'affaiblissent. Les livres, les réflexions, même les conversations avec des personnes qui élèvent ton niveau sont des aliments qui renforcent. Ryan Holiday, par exemple, reprend les enseignements des stoïciens pour les appliquer à la vie moderne, montrant que la sagesse ancienne n'est pas une théorie morte, mais un guide pratique pour survivre au chaos d'aujourd'hui. James Clear, d'un autre angle, enseigne comment les habitudes que tu répètes façonnent ton destin. Une idée totalement alignée avec la discipline stoïcienne. La pratique de ce principe est simple mais radicale. Consacre chaque jour un espace pour nourrir ton esprit avec du contenu qui te rapproche de la personne que tu veux être. Cela peut être lire un extrait de méditation, écouter un livre audio qui te défie de penser, écrire tes propres réflexions dans un cahier. La clé est que ce soit un aliment avec de la substance, quelque chose qui laisse une trace. Si ton esprit consomme de la sagesse constamment, il apprendra à répondre avec calme aux attaques, avec clarté aux doutes et avec fermeté aux tentations. Un détail crucial est de comprendre que la sagesse n'est pas toujours confortable. Parfois, lire les grands penseurs fait mal parce qu'ils exposent des vérités que nous préférons ignorer. Ils nous montrent que nous sommes plus faibles que nous le pensons, plus dépendants que nous l'admettons, plus craintifs que nous ne le prétendons. Mais c'est justement dans ce coup que se trouve l'opportunité de grandir.
La véritable sagesse ne cherche pas à caresser ton ego, elle cherche à te réveiller. Le contraste avec le bruit quotidien est évident. Si tu remplis ton esprit de divertissement vide, tu peux peut-être échapper un moment à la réalité, mais ton caractère ne change pas. Si tu remplis ton esprit de sagesse, tu peux peut-être faire face à l'inconfort, mais ton esprit se renforce. Tout comme le corps a besoin d'une nourriture nutritive, même si elle ne goûte pas toujours bon, l'esprit a besoin d'enseignements qui dérangent et transforment. Le résultat de cette habitude est frappant. Un esprit nourri de sagesse ne s'effondre pas au premier obstacle, car il a des racines profondes. Il n'a pas besoin de l'approbation externe, car il se base sur des principes solides. Il ne craint pas le silence, car il l'utilise pour réfléchir. Ainsi, chaque mot que tu lis, chaque idée que tu adoptes, chaque réflexion que tu répètes devient des briques invisibles qui construisent ta force intérieure. 6. Transforme ta solitude en service. La solitude est comme une rivière tumultueuse. Si tu la contiens et la gardes pour toi seul, elle stagne et pourrit. Mais si tu la canalises vers les autres, elle devient vie, une force qui nourrit tout ce qu'elle touche. C'est ce qui se passe avec l'énergie qui naît lorsque tu apprends à marcher seul. Tu peux l'utiliser uniquement pour résister en silence, ou tu peux la transformer en un service qui inspire et élève les autres. La différence entre te noyer dans la solitude et grandir avec elle réside dans la façon dont tu décides d'utiliser cette force intérieure. L'erreur de beaucoup est de croire que la solitude doit être vécue en isolement total, comme si se retirer du monde était le but ultime. Le stoïcisme enseigne le contraire. La solitude est un entraînement, mais le but de la vertu est toujours de se partager. Marc Aurèle, malgré la responsabilité de l'empire qu'il portait, considérait son devoir comme un service constant à la communauté. Épictète, bien qu'il ait vécu en esclave une grande partie de sa vie, enseignait aux autres à trouver la liberté intérieure. Et Sénèque, au milieu de la politique romaine, répétait que personne ne peut vivre heureux s'il ne pense qu'à lui-même. La solitude est la forge, mais le service est le but. Transformer ta solitude en service signifie prendre la clarté et la discipline que tu as cultivées en silence et les mettre au service des autres. Il ne s'agit pas de faire de grands discours ni de chercher la reconnaissance. Il s'agit d'actions petites et constantes qui naissent de ta force. Cela peut être écouter quelqu'un sans juger, donner un conseil sincère, travailler avec excellence, même si personne ne te félicite, ou consacrer ton énergie à des projets qui améliorent la vie des autres. Chacun de ces actes transforme ta solitude en un pont qui connecte ta force intérieure avec le monde extérieur. La clé est de comprendre que le service n'est pas une faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Seul celui qui est plein peut donner sans se vider. Seul celui qui est ferme peut soutenir les autres sans tomber. Si ta solitude t'a appris à te suffire à toi-même, alors elle t'a aussi donné la capacité de partager sans peur, sans besoin d'approbation et sans attendre de récompense. C'est la grandeur du service stoïcien. Il naît de l'autosuffisance, non de la dépendance. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des habitudes simples, consacrer du temps à enseigner ce que tu sais au lieu de le garder pour toi, pratiquer l'empathie dans un monde plein d'indifférence, ou t'engager dans des causes qui vont au-delà de ton intérêt personnel. Chaque fois que tu transformes ta discipline en aide concrète, tu renforces ton but. Parce qu'il n'y a pas de véritable force si elle reste enfermée. L'acier le plus résistant n'est pas forgé pour être gardé, il est forgé pour être utilisé. Ryan Holiday parle de l'importance de voir la vie comme un devoir plutôt que comme un droit. Ta discipline, ton calme et ta force ne sont pas seulement pour toi, ce sont des outils pour servir. James Clear, dans sa vision des habitudes, souligne que les changements personnels les plus solides sont ceux qui ont un impact sur les autres. Quand ton effort a des répercussions au-delà de toi-même, il devient plus difficile d'abandonner parce que maintenant ta vie a un poids qui transcende l'individuel. Transformer ta solitude en service est aussi une façon de te protéger contre l'ego.
La solitude peut devenir un espace de fierté, de croire que tu n'as besoin de personne et que le monde ne mérite rien de toi. Cette voie ne mène qu'au vide. Le stoïcien, en revanche, comprend que la véritable liberté n'est pas de s'isoler, mais de participer au monde avec cohérence et vertu. Ainsi, ton silence devient une parole qui guide, ta discipline un exemple qui inspire, et ta force un refuge pour les autres. 7. Répondez toujours à partir de votre pouvoir intérieur. La vie est comme un plateau de jeu où les autres essaient constamment de bouger vos pièces. Ils veulent vous provoquer, vous déplacer, manipuler vos émotions et vous pousser à réagir sans réfléchir. Si vous n'avez pas le contrôle, vous devenez une marionnette des circonstances, dansant au rythme de ce que les autres décident. Mais lorsque vous apprenez à répondre à partir de votre pouvoir intérieur, vous cessez d'être une pièce déplacée par des mains étrangères et vous devenez le joueur qui détient la stratégie. C'est là la différence entre vivre en victime ou vivre en maître de soi. Le monde moderne vit de réactions impulsives. Réseaux sociaux, discussions vides, attaques déguisées en blagues, critiques lancées sans pitié. Chaque stimulus cherche à vous arracher une réponse immédiate, viscérale, émotionnelle. Et la plupart tombent parce que leur force ne vient pas de l'intérieur, mais des fluctuations externes. Le stoïcisme enseigne le contraire. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez comment vous répondez. Marc Aurèle répétait que les hommes ne sont pas perturbés par les faits, mais par l'opinion qu'ils ont de ces faits. C'est l'essence du pouvoir intérieur. Décidez quelle signification donner à ce que vous affrontez avant de permettre qu'il vous abatte. Répondre à partir de votre pouvoir intérieur ne signifie pas être indifférent ou froid. Cela signifie agir avec conscience et fermeté au lieu de tomber dans le jeu de la provocation. Épictète l'expliquait durement. Si quelqu'un réussit à vous irriter, c'est parce que vous lui avez donné votre contrôle. Chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, vous perdez un peu de liberté. Chaque fois que vous choisissez votre réponse, vous renforcez votre force. Le véritable maîtrise n'est pas de vaincre les autres dans des discussions inutiles, c'est de ne pas permettre à personne de gouverner votre état intérieur. En pratique, ce principe exige de la discipline. Lorsque quelqu'un vous attaque, votre instinct est de vous défendre immédiatement. Lorsque quelqu'un vous provoque, votre impulsion est de répondre de la même manière. Mais ce réflexe est ce qui vous rend faible, parce que vous agissez à partir de la blessure et non de la clarté. Maîtriser cette habitude nécessite une pause consciente, une respiration avant de répondre, une brève analyse pour savoir si cela vaut la peine de dépenser de l'énergie, une décision ferme de ne pas donner votre paix à celui qui cherche à la prendre. Cette pause est un acte de rébellion, car elle rompt le cycle de manipulation émotionnelle. La solitude renforce cette pratique, car lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans dépendre de l'approbation de personne, vous apprenez aussi à ne pas vous effondrer face aux critiques ou aux offenses. Le silence intérieur devient un bouclier. La discipline devient une épée. Vous ne répondez pas pour prouver quoi que ce soit, vous répondez parce que vous avez décidé de rester cohérent avec vos principes. Sénèque disait que la plus grande vengeance contre l'offenseur est de ne pas lui ressembler. C'est la victoire du pouvoir intérieur, répondre avec grandeur là où les autres attendent la faiblesse. Dans votre quotidien, cela peut être exercé à chaque interaction. Quelqu'un vous critique sans raison, vous choisissez de répondre calmement. Quelqu'un vous ignore ou vous méprise. Vous choisissez de maintenir votre dignité sans avoir besoin de prouver votre valeur. Un problème surgit soudainement. Vous choisissez de vous concentrer sur la solution plutôt que de vous enfoncer dans la plainte. Ces choix peuvent sembler petits, mais ils sont des entraînements constants pour votre caractère. Chaque fois que vous choisissez de l'intérieur, votre pouvoir grandit parce que vous vous souvenez que vous n'êtes l'esclave de rien d'extérieur. Ryan Holiday le résume clairement en parlant de la discipline émotionnelle. L'ennemi réel n'est jamais l'autre, c'est votre réaction incontrôlée. James Clear, du point de vue des habitudes, montre comment chaque décision répétée façonne votre identité et vous devez le comprendre.